Alors, donc moi je m'appelle Rémi Rivas, je viens vous parler du design thinking. Alors déjà, est-ce qu'il y a des agilistes dans la salle? Est-ce qu'il y a des praticiens de la méthode agile? Voilà, IT et autres, hein, levez la main, soyez fiers. Parfait, merci beaucoup. Alors, maintenant on va poser les trois questions habitudes. Qui a déjà entendu le mot design thinking? Donc là normalement j'ai une forêt de mains, c'est parfait. Voilà. Qui voit en quoi ça consiste? Voilà. Et qui en a déjà fait? Alors là, on a plus de mains que d'habitude, mais il y a une raison, il y a un biais sur lequel je reviendrai. Donc voilà, moi je m'appelle Rémi Rivas, il y a mes coordonnées dans la présentation. J'ai pour habitude de laisser les slides derrière moi, donc si vous voulez retrouver les slides de ce talk, qui sont déjà domiciliés sur une adresse qui s'appelle frama.link/slide, elle sera visible pendant toute la présentation. Et bien sûr, si jamais il y a des incompréhensions qui subsistent à l'issue de la présentation, vous n'hésitez pas à me contacter pour me poser toutes vos questions. Voilà. Mais voilà, ne prenez pas en photo toutes les slides, ça ne sera pas nécessaire puisque vous les aurez toutes en résolution originale aussitôt que vous m'en aurez fait la demande. Alors moi, ce que je vous propose de faire, c'est on va parler rapidement de la démarche design thinking, et puis en fait, on va se poser la question en fait de quel rapport avec l'agilité et pourquoi est-ce qu'à mon sens ça se comprend très bien et ça marche très très bien combiné ensemble. Et puis en fait, on va restituer. Alors là, je vais vous restituer un cas en fait de refonte logicielle qui a été mené en suivant la démarche design thinking. J'ai pour habitude d'approfondir généralement certaines des démarches, des concepts clés. Là, j'ai choisi de ne pas le faire pour laisser un maximum de temps d'interaction avec la salle. Mais bien sûr, s'il y a des questions qui subsistent, vous n'hésitez pas, vous me contactez. Et moi, je vous enverrai toute la documentation nécessaire. Et des gens dans cette salle vous diront même beaucoup plus de documentation que prévu. Ça va? Super. Alors moi, je m'appelle Rémi Rivas, je suis le monsieur entre les deux autres, cofondateur d'un cabinet de conseil qui s'appelle United Kingdom. Et nous, on est designer consultant. C'est-à-dire que la spécificité de nos missions, c'est qu'il y a des gens qui viennent nous voir en disant « Coucou, il faut construire un truc qui n'existe pas encore ». Souvent, c'est à ça que ça ressemble. Et donc, c'est des gens très différents les uns des autres, qui ont des besoins radicalement différents. Et ces gens-là, en fait, ils ont en tête un objectif de transformation. Ils veulent changer quelque chose. Bon, généralement, ils veulent de l'augmentation de taux de conversion. Ils veulent de la génération de chiffres supplémentaires. Ils veulent de la rétention, mais pas seulement. Et voilà, nous, notre travail, c'est comprendre le désir de changement, le désir d'impact de ces commanditaires. Et c'est ensuite mener à bien la démarche de conception, entre autres du logiciel, mais ça peut être du service, du produit, pour essayer de l'imaginer le plus intelligemment possible pour provoquer cette transformation. Voilà, quand on ne fait pas ça avec mon associé, on intervient également dans l'écosystème Station F avec Polytechnique et HEC, et on accompagne en fait, en s'inspirant énormément de ces démarches et méthodes, des porteurs de projets qui montent des entreprises. L'enjeu étant de les amener de l'intention, l'opportunité de marché à des business rentables en 18 à 24 mois. Voilà, en suivant en fait ces méthodes et en utilisant ces mêmes outils dont je vais vous parler dans quelques instants. Et puis, quand je ne suis pas en train de bosser sur des projets, et puis quand je ne suis pas en train d'accompagner des porteurs de projets, j'aime bien venir à la Société Générale, notamment, mais pas que, pour parler de tout ça et faire des formations. Donc, il y a une formation qui s'appelle Introduction au Design Thinking, qui existe depuis bientôt 3 ans maintenant, qui est au catalogue. Voilà, donc on fait ça dans l'Arche, juste à côté. Voilà, c'est quelques dizaines de sessions par an, ça marche très bien, les gens sont contents. Donc, si vous voulez apprendre les fondamentaux en 2 jours, rejoignez-nous. Et puis voilà, on est aussi intervenu avec la moitié de cet amphithéâtre aujourd'hui, voilà, qui sont des gens de ITIM, REL et EAP, voilà, pour lesquels on a déployé, à titre de pilote l'année dernière, un programme d'accompagnement-formation, où là, ils ont eu en fait un truc beaucoup plus approfondi que l'initiation des 2 jours, où ils ont pu expérimenter avec un cas fil rouge pendant un semestre, 7 sessions avec du coaching d'équipe, avec des ateliers, des exercices à faire, des livrables à restituer, pour vraiment s'approprier les outils, la démarche et être capable de la réutiliser dans les projets qu'ils mènent actuellement. Et vous pourrez aller leur demander s'ils s'en servent. Spoil, ils s'en servent. Et on a même pu intervenir voilà, donc sur la refonte de quelque chose qui s'appelle Clicom, qui est un poste mobile chez BDDF pour les conseillers bancaires, et qui est un projet qu'on a mené en suivant les fondamentaux de cette démarche et qui a été le premier projet pilote de cette unité. Alors maintenant, on va parler de design thinking. Et pour parler de design thinking, il faut répondre à une question extrêmement difficile sur laquelle les théoriciens s'arrachent les cheveux. Qu'est-ce que le design? Vous avez 4 heures. Alors, le design, il y a plein de définitions. Moi, j'aime bien les définitions simples. Louis Sullivan était un architecte du début du XXe siècle. Et ce grand monsieur nous a dit, le design, c'est la forme qui suit la fonction. En français, on dirait la forme au service du fond. Donc, qu'est-ce que c'est exactement le design? Pourquoi c'est un terme qui est méconnu et souvent mal compris? Parce qu'en fait, c'est vrai que c'est pas facile à comprendre. On dit, mais c'est quoi un designer? Il y en a partout.
Il y en a dans l'architecture, il y en a dans l'automobile, il y en a dans la mode, il y en a dans la conception logicielle, mais qu'est-ce qu'ils peuvent faire tous ces gens? Pourquoi on appelle ça un designer à chaque fois? Parce qu'en fait, la spécificité de quelqu'un qui porte le rôle du design, c'est d'accompagner une démarche de conception, quelle qu'elle soit. Alors bien sûr, avec des spécialisations sectorielles. Si vous êtes designer automobile, vous en connaissez bien plus sur la voiture que, voilà, que quelqu'un qui va faire ça dans l'architecture. Mais la démarche est la même, c'est-à-dire que les designers, ce sont des gens, et on retrouve énormément de préceptes énoncés par Frédéric, où on se dit, à la naissance d'un projet, au moment où rien n'est figé, rien n'est encore formalisé, on veut provoquer un changement. Très souvent, le cerveau humain adorant sauter à la conclusion, on a déjà décidé que c'était ça qu'il fallait faire. Le boulot du designer, c'est de se dire, attends, est-ce que c'est bien ça? Et si c'est ça, quelle forme lui donner? Pourquoi le bidule aura cette tête-là? Pourquoi est-ce qu'on va construire la maison comme ça? Pourquoi le logiciel va être présenté comme ça? Pourquoi cette voiture, ce tableau de bord? Et donc le designer, il accompagne toute cette réflexion en se disant, par rapport à nos utilisateurs, par rapport à nos commanditaires, quels sont les critères clés qu'on doit prendre en compte pour essayer d'avoir le plus grand succès possible? Donc déjà définir le succès attendu et ensuite chercher comment on va agencer tout ça pour provoquer de l'impact. C'est la mission des designers. Donc les designers, comme je viens de le dire, voilà, dans l'histoire des choses, de tout ce qui nous entoure, hein. Tout ici a été designé, hein. Ces banquettes, ces micros, ces spots, cette salle, voilà, tout a été designé à un moment donné, puisque rien n'est naturel ici, hein. Tout est la résultante d'une démarche de conception intentionnelle. Le designer est là, et lui, son travail, c'est comprendre le problème et les contraintes, imaginer ce qu'on pourrait faire, évaluer ce qu'on pourrait faire et définir le souhaitable. Donc à la fin, le designer, souvent vous êtes familier, hein, surtout dans la conception logicielle, arrive avec des maquettes, arrive avec des prototypes, les montre au développement, voilà, et puis va embêter ses copains de la production qui sont juste derrière, et qui eux doivent changer la maquette, l'intention, le livrable en un truc qui fonctionne. Souvent c'est le moment où on s'engueule et où la production nous dit « mais vous avez fumé quoi avant les mecs ?» tout ça, enfin, vous connaissez ça mieux que moi. Et donc, l'ingénieur, lui, a un boulot très différent, comprendre le souhaitable, déterminer si c'est faisable, résoudre l'ensemble des problématiques de conception, et Dieu sait qu'il y en a, produire ce qu'il est possible de produire, pour finalement passer le bébé au gestionnaire, et où là, d'un seul coup, il ne s'agit plus de produire quelque chose de nouveau, il s'agit de le mettre en production, il s'agit que ça tourne, il s'agit que ça ne tombe pas, et que ça rende le service que c'est censé rendre. Et donc ces trois rôles dans une entreprise, ils sont extrêmement complémentaires, c'est des logiques de raisonnement qui sont différentes, c'est des missions qui sont différentes. Le design thinking, en fait, est une méthodologie pour accompagner un projet depuis le cadrage, depuis l'intention de départ, jusqu'à finalement être plus ou moins sûr que c'est bien ça qu'il faut produire. Avant d'aller embêter la production, l'agilité, telle qu'elle se pratique aujourd'hui à l'échelle de la production, elle est plus dans l'accompagnement de cet effort de production en disant, bon ben voilà, ces features, ces stories, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va organiser, qu'est-ce qu'on va livrer régulièrement et tester pour voir que c'est bien par là qu'il faut aller. Et donc l'agilité, ensuite, elle arrive un peu plus tard, pour articuler une production intelligente et performante. Et ce qui est intéressant, c'est que si on revient aux sources de l'agilité, au manifeste agile, de quoi on se rend compte? En fait, au sein d'un effort de production, il est plus important de porter attention aux individus et à leurs différentes interactions humaines. Il est plus important d'obtenir un résultat et quelque chose de fonctionnel plutôt que de la belle documentation. Il est important d'entretenir un bon rapport avec le commanditaire de façon à pouvoir réorienter la feuille de route et essayer de répondre au plus proche de ces problématiques en adaptant. Et puis répondre aux changements, voilà, plutôt que passer dans le cycle en V en disant c'est ça qu'on avait dit, c'est ça qu'on fait. Et ce qui est très surprenant, parce qu'en fait c'est deux mondes qui se parlent peu et qui communiquent peu, alors qu'en fait l'ensemble de ces principes-là, je vais vous raconter le design thinking dans un instant et vous allez voir à quel point on retrouve ces principes-là dans le design thinking. Il y a même, pour celles et ceux qui veulent aller plus loin, et je vous le recommande, un super bouquin de Jeff Gothelf qui s'appelle Lean UX. Et donc Jeff Gothelf, c'est un des premiers à avoir pris ce tournant-là, à se dire, en fait, on a tout faux dans les démarches de conception, nous, designers, parce qu'en fait, aujourd'hui, la production étant ce qu'elle est, le développement logiciel étant ce qu'il est, on a des boucles itératives de plus en plus courtes, on sort des versions augmentées de plus en plus fréquemment. On ne peut plus donc simplement concevoir en faisant une maquette, donnant ça à la production, attendre qu'il le fasse et puis faire une V2 l'année prochaine. Et lui, il s'est dit, en prenant les fondamentaux de l'agile et du lean, on peut en fait repenser des démarches de conception où on a des idées d'amélioration, on sketch, on va faire des tests d'usabilité sur des maquettes et des trucs fictifs pour valider les hypothèses de travail. On va ensuite créer le truc qu'il faudrait faire, le pousser pour qu'il soit développé, la finalité étant bien sûr que c'est développer exclusivement des fonctionnalités dont la valeur est préalablement validée par les futurs utilisateurs.
Donc l'enjeu d'une conception bien réglée, normalement, c'est quand vous êtes arrivé à des specs et des déterminations de ce qu'il faut produire, et vous l'avez préalablement testé sur les futurs utilisateurs du programme, parce que si ça marche dans la maquette et s'ils sont contents dans la maquette, normalement, avec le code, ça devrait aller. Alors que si ça ne marche pas à l'échelle de la maquette, le code fait des miracles, mais bon, on ne peut pas tout réparer non plus. Ça va? Je parle pas trop vite? Et en fait, c'est assez marrant parce que nous, la conception, en fait, on a un rôle déterminant qui est souvent sous-évalué parce que nous, notre output, c'est l'input des développeurs. Et donc, la métaphore qui marche bien, vous voyez, l'architecte. Donc, quelqu'un qui dit, bon, ben, on va construire le building comme ça à peu près, et qui pose les specs, et qui pose les bases, et qui livre les blueprints, bah, il a quand même vachement intérêt à s'être entretenu avec les développeurs et les avoir associés à la conception, parce que ça, c'est peut-être mignon sur le papier, c'est peut-être mignon dans la maquette, mais dans la vraie vie, il faut une bétonneuse et 200 personnes, et c'est dommage de se rendre compte sur le chantier qu'on a oublié 2-3 trucs fondamentaux. Et c'est là où la conception joue tout son rôle, parce qu'une conception intelligente, c'est une conception qui respecte le développement et qui va être sûre que les livrables qui vont sortir vont être intelligemment mis en œuvre et que ça va pouvoir mener à être traduit en quelque chose de fonctionnel, réellement implémentable. Le design thinking sert aussi à ça. Alors, pourquoi est-ce que nous, on fait l'effort minimum pour la valeur maximum? Parce qu'en fait, et ça c'est assez marrant, et c'est le grand apport du design dans la conception, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les gens sont irrationnels. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Le design, en fait, va vous faire commencer une démarche de conception en vous concentrant sur les futurs utilisateurs et les gens qui vont utiliser le produit. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne peut pas savoir, avant d'avoir rencontré ces gens-là et avant d'être allé à leur contact, comment, eux, ils déterminent ce qui a de la valeur ou ce qui n'en a pas dans un système. Là, je vais parler de logiciel, mais le raisonnement s'applique pour un service, un lieu, un produit. C'est rigoureusement la même chose. Et donc, une approche très mécaniste, très logique, ça serait de dire, plus il y a de fonctionnalités et plus le truc sait faire de choses, mieux c'est. Et si c'était vrai, cette interface aurait un sens. D'accord? Si c'était vrai, ce truc aurait eu un sens. Moi, j'aime bien le ressortir celui-là, parce que mes étudiants d'aujourd'hui, ils ne savent pas ce que c'est, forcément, mais vous vous en souvenez? Qu'est-ce que c'était ce truc? Pensez aux milliers d'heures de réunions qu'il a fallu pour le concevoir. Vous étiez dans Word, et vous étiez en train de taper votre document, et tout allait très bien, et vous n'aviez rien demandé à personne. Et là, ce truc arrivait, Clippy, en disant « Puis-je vous aider à faire quelque chose ?» Et vous, vous disiez « Mais j'ai rien demandé, moi. Qu'est-ce que tu fous là, toi ?» Et vous cherchiez désespérément comment supprimer l'irruption de ce truc. Et vous aviez un soupir de soulagement quand dans les options et les paramètres, c'est disparu pour toujours, au revoir Clippy. Okay. Quand on pense aux milliers d'heures qu'il a fallu pour le coder et à tout le moteur de règles et tout le truc de décision logique et toute la sueur et le temps humain qu'il a fallu, on se dit c'est con, on se serait posé la question des usagers avant, on se serait dispensé une bonne grosse charge de travail. Et c'est là où la conception doit aider en fait. Qu'est-ce qui a de la valeur pour les gens qu'on va accompagner? Et donc du coup, tiens, si on produisait prioritairement ça en fait. C'est là où la conception doit orienter intelligemment le développement en étant obsédée par les utilisateurs parce qu'ils sont irrationnels. Et ils ont certains besoins qui ne sont pas toujours les trucs qu'on aurait trouvés logiquement. Le contre-exemple, bien sûr, qui marche très très bien et qui a beaucoup fait parler de lui, voilà, c'est ce bidule. Donc ça, c'est Capitaine Train, aujourd'hui Trainline. Voilà, ça a été vendu 200 millions d'euros. Attention, c'est révolutionnaire. Pour celles et ceux qui ne connaissent pas, Trainline permet de, je prends ma respiration, ça va être une révolution, réserver des billets de train en ligne. Waouh, là vous faites tous, non, c'est pas possible, on est dans le 21e siècle, c'est le futur. Donc, bien sûr, Voyage SNCF le faisait déjà depuis des décennies. Et là, vous avez 3 abrutis dans un garage qui arrivent en disant « Alors nous, c'est facile. La formule miracle, elle est très simple. Hein. C'est comme Voyage SNCF, sans tout ce qu'il y a en trop sur Voyage SNCF. » Voilà. Donc, derrière ça, vous avez une application où vous avez réservé votre billet en à peu près un tiers du temps qui était nécessaire pour Voyage SNCF. Et forcément, les jeunes qui vivent avec le pouce sur les mobiles, ils disent « Dis donc, en plus, je peux enregistrer ma carte bleue, puis j'ai toutes mes réservations sous la main, puis j'aime bien ça. » Et puis vous créez un marché dérivé, et puis vous faites vos marges sur Voyage SNCF et vous vendez la boutique 200 millions. Vous n'avez pas fait des voitures qui volent, hein, vous avez simplifié l'usage. Ça va ? Comment ça se passe le design thinking? Je vais vous le raconter en prenant un exemple qui, j'espère, va vous parler, puisque c'est une vraie histoire. C'est la refonte d'un outil chez ALD Automotive, chez qui on était intervenu il y a quelques années maintenant. Et cet outil, peut-être que certaines personnes le connaissent ici, il s'appelle Cotis. Alors je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent Cotis.
j'essaye quand même. Donc Cotis, c'est un outil en marque blanche qui est déployé chez les concessionnaires partenaires d'ALD. Donc ALD, bien sûr, vous savez ce que c'est normalement, c'est la filiale qui s'occupe du leasing automobile. Et donc ALD, leur mission, c'est de donner des outils informatiques à des concessionnaires partenaires. Et le concessionnaire, le contexte d'usage de ce bidule, il est simple. Vous avez quelqu'un qui rentre dans la conception parce qu'il veut acheter ou mieux louer une voiture, et le concessionnaire, il doit lui fourguer le meilleur modèle avec le plus d'options, idéalement refuser le paiement en cash et lui dire « mais tu peux prendre un crédit, c'est mieux ». Et idéalement même le faire en leasing. Et donc le concessionnaire, il a plusieurs outils pour faire des simulations, et Cotis est l'un d'entre eux. Et dans le cadre de son interaction avec son client, il doit être capable de faire ces simulations et lui dire si vous le preniez en leasing, ça vous coûterait autant par mois, etc. Sauf que quand on vient nous chercher, les performances sont décevantes parce qu'il y a certains dysfonctionnements majeurs dans l'outil qui font qu'aujourd'hui, les concessionnaires qui l'utilisent, très malheureusement, ils interrompent leur simulation pendant qu'ils la font. Pourquoi ? Parce que c'est dur de parler à la personne et faire les manipulations en même temps dans l'ordinateur. Et au bout d'un moment, ils ne trouvent pas des trucs, ils sont perdus. Donc, ils sont trop dans l'écran, pas assez en face à face. Et donc, d'un seul coup, ils perdent l'interaction. La personne commence à un peu trop réfléchir et diffère son acte d'achat. Donc, Cotis n'est plus au service de la mission des concessionnaires. Donc, il faut repenser et améliorer le logiciel par rapport à sa forme actuelle. Alors là, en design thinking, très vulgairement, une façon de le représenter, c'est de dire c'est une démarche qui suit 4 phases majeures, que sont la découverte du problème, enfin la découverte du terrain, la définition des problèmes à résoudre, le développement créatif pour imaginer ce qu'on pourrait faire, et finalement la formalisation de la solution à délivrer. Donc nous, on suit ces phases-là. Pas aussi rigoureusement et pas de façon aussi millimétrée, mais en quelque sorte, c'est un modèle qui vous permet de comprendre les 4 grandes phases parmi lesquelles on passe. La morale de cette histoire, il y en a 4. Le COMEX, ils ont été extrêmement surpris qu'on soit capable de faire sortir autant d'optimisation en aussi peu de temps. Les représentants des différents pays et des concessions, ils étaient alignés avec le projet parce qu'ils se sont sentis écoutés, entendus, et ils ont senti que leurs besoins étaient pris en compte, et donc ils n'ont pas freiné l'adoption. L'intégration de la maquette a pris seulement 3 mois au lieu des 6 de la version précédente. Nous, on pense que c'est parce qu'il y a eu beaucoup moins d'allers-retours entre la DA et la prod. Et puis surtout, et ça c'est quand même la petite fierté, les concessionnaires l'ont acheté alors que c'était une maquette. Donc quand on leur a montré les écrans que je vous ai montrés juste avant, là, les jolis, c'était pas encore codé, mais ils ont dit « Ok, ça me va, je le veux ». Voilà. Et là, c'est bon, vous pouvez aller embêter les développeurs en disant « C'est la peine de le coder parce qu'on l'a déjà vendu ». On ne se pose pas la question si on saura le vendre, et c'était vendu. Voilà. J'espère que cette histoire vous aura convaincu que cette démarche elle est extrêmement complémentaire avec l'agilité et qu'elle permet de réduire le risque à un moment où ça coûte encore le moins cher et qu'en fait on retrouve qu'on a tout en commun et tout en fait pour bosser bien ensemble puisqu'on a cette obsession du terrain, du test par la preuve et en fait de faire émerger les bons moyens d'agir pour provoquer le plus de valeur en un minimum de temps. Merci beaucoup. Vous pouvez retrouver les slides de ce talk à cette adresse. Et il y a également une newsletter qui sort tous les mardis si vous voulez en apprendre plus sur le design thinking, qui s'appelle Design Thinking Alumni, et sur laquelle vous retrouverez des outils et des méthodes chaque semaine si vous voulez en apprendre un peu plus à ce sujet. Merci pour votre attention. Et du coup, pareil, s'il y a des questions. Oui, une question du monsieur de devant. Hop. Quelle distinction tu peux nous fournir autour de l'UX design avec le design thinking, s'il te plaît? Super. Ça, c'est une question qu'on me pose souvent, donc ça y est, j'ai bien la réponse maintenant. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas facile à comprendre. Le micro. Merci beaucoup. Le micro, s'il y a quelqu'un d'autre qui veut poser une question, autogérez-vous. Faites-le passer entre vous. Que les leaders se dévouent pour le passer aux autres. Alors, le design thinking, l'UX design. C'est vrai qu'en fait, les démarches sont très proches. Le design thinking, c'est une démarche. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un mode de raisonnement pour concevoir quelque chose de nouveau. Donc, c'est une façon de structurer un projet de conception. On peut le mettre au service de l'UX, mais on peut aussi le mettre au service d'un produit, d'un service, en fait, de n'importe quelle forme de choses qu'il faut faire émerger. Donc, le design thinking, c'est vraiment la façon dont vous structurez l'avancement du projet. L'UX design, c'est plutôt un champ d'application du design. Donc vous avez le design automobile, vous avez le design produit, le design machin, etc. L'UX design, là c'est plutôt ce sur quoi vous travaillez quand vous designez quelque chose. Et donc l'UX design,
le design thinking peut servir à faire de l'expérience, puisque UX, ça veut dire User Experience. Donc là, en l'occurrence, il s'agit de designer une expérience. Si vous ne savez pas ce que c'est une expérience, allez chez Euro Disney. Parce que eux, c'est les champions du monde. Hein. Entrez dans un Disney Store et vous voyez l'expérience. Vous voyez comment tout a été intentionnellement posé dans un certain... Disneyland, c'est magnifique. Vous rentrez, moi j'aime pas, hein, mais vous rentrez dans Disneyland et vous payez très cher pour faire la queue toute la journée. Et quand vous sortez, vous êtes content. C'est extraordinaire. Donc ça veut dire qu'il y a des gens, ils se sont débrouillés pour designer l'expérience de façon à ce que l'attente soit la moins pénible possible. Donc ça, c'est le champ d'application de la démarche. Comment faire pour que l'expérience, donc le souvenir, la perception et le ressenti des gens soient optimisés. Ça, c'est le champ d'application. Et par contre, le design thinking, c'est une façon d'y parvenir. Donc c'est une démarche qu'on peut mettre au service de l'amélioration de l'expérience. Mais il y a également d'autres démarches que le design thinking qu'on peut utiliser pour améliorer l'expérience des utilisateurs. Voilà, donc l'un est une démarche, l'autre est un champ d'application. Mais c'est vrai que, comme souvent on parle du UX en parlant de la démarche utilisée, qui souvent est du design thinking, il y a beaucoup de confusion entre les deux termes. Il y a aussi, alors si vous aimez le UX design, si vous voulez en apprendre plus, Donald Norman, qui est un peu notre Sunderland à nous, quoi, et qui a posé les termes vraiment au début des années 80 sur The Design of Everyday Things, et qui vous raconte pourquoi vous aimez votre cafetière, par exemple. Pourquoi vous aimez votre voiture, enfin voilà, quels principes de design sont à l'œuvre dans le fait qu'il y ait des choses qu'on aime et des choses qu'on n'aime pas. J'espère que j'ai répondu à votre question. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a une question ? Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Hein ? Ah, super. Oui, j'ai pas l'habitude de ça, moi. Rémi, tu es un leader, merci Tilt. Y a-t-il néanmoins des domaines pour lesquels cette stratégie montre des limites ? Bien sûr, bien sûr. C'est quelqu'un dans la salle qui nous a demandé ça ? Ça, c'est une très bonne question. Hein. Alors, bien sûr. Et d'ailleurs, méfiez-vous. Alors, méfiez-vous de deux trucs. Méfiez-vous des mecs d'Accenture, ça je l'ai dit. Donc, méfiez-vous des gens qui vous vendent le design thinking comme une solution miracle qui permet de tout faire et qui vous vendent ça comme un waterfall où chacune des phases est prédéterminée jour 1. Ces gens-là vous mentent. Comme la solution va émerger au contact direct du terrain, on ne peut pas savoir dès le premier jour ce qu'on va livrer le 30e. C'est impossible. Donc, méfiez-vous des gens qui vous vendent ça comme la sinécure et la résolution à tout. Ça ne marche pas. Le design thinking s'applique à partir du moment où vous devez considérer des moments d'interaction entre un être humain, ce truc irrationnel, avec un système. Et vous vous demandez qu'est-ce qui va se passer quand l'être humain va faire une connerie. Parce que vous le savez, vous êtes à l'IT, les êtres humains sont les champions du monde pour ça, et que 90% des problèmes se situent entre la chaise et le clavier. Donc le boulot du design, c'est comprendre ce qui se passe entre la chaise et le clavier. Si vous bossez sur des systèmes d'optimisation ou des machines par des machines, par exemple, le design thinking n'a aucune utilité. S'il n'y a pas d'humains qui interagissent à un moment dans le système pour faire des opérations, le design n'a pas d'utilité. Enfin, on peut voilà, mais cette démarche-là spécifiquement, la plus grande valeur qu'elle amène justement, c'est dans la compréhension des humains qui interagissent les uns avec les autres. C'est là où on retrouve énormément de préceptes qui ont été exposés par Frédéric au départ, et qu'on essaye de comprendre comment eux perçoivent et évaluent l'utilité d'un système par rapport à leur job, leur motivation, leur nécessité d'accomplir quelque chose. Donc c'est à ces cas-là que ça apporte le plus de valeur et que ça s'applique le plus. Mais voilà, dès qu'il s'agit de reconcevoir quelque chose, voilà, je sais pas, du bac, enfin j'en sais rien, quelque chose où des machines parlent à des machines, le design thinking n'a aucune utilité. Pareil, si la solution finale a déjà été bien déterminée et qu'on sait qu'on va garder le process en place et qu'on ne va pas le changer, alors là, on est dans l'optimisation opérationnelle et le Lean Six Sigma ou les autres trucs semblent beaucoup plus appropriés pour ça, puisque vous ne questionnez pas la forme, vous optimisez la forme existante. Ça va ? Une dernière question ? Eh ben pour les timides, je suis là jusqu'à midi et quelques. Vous me trouverez dans le couloir ou à proximité. Donc au plaisir d'échanger avec vous et une très bonne journée.